Et je pense que ça, c'est vraiment pour moi un élément clé de réussite, c'est réussir à systématiquement, chaque année, faire progresser ses collaborateurs. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, mais je prends plus de plaisir, mais c'est pas normal. Je fais de l'argent, mais je prends plus de plaisir, c'est pas normal. Le plaisir doit être un temps, doit être un objectif. Et je pense que ça, c'est vraiment pour moi un élément clé de réussite, c'est réussir à systématiquement, chaque année, faire progresser ses collaborateurs. Et je pense que ça, c'est vraiment pour moi un élément clé de réussite, c'est réussir à systématiquement, chaque année, faire progresser ses collaborateurs. Bonjour et bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons. Je suis Adrien Bernard, directeur merchandising et néo-entrepreneur. À travers ce podcast, je partage mes connaissances et celles de mes invités pour vous offrir un contenu riche et inspirant. Dans un commerce en constante évolution, je voulais, à travers ce podcast, aller au cœur du merchandising, du retail et de l'entrepreneuriat, le tout avec une touche de décontraction. Écoute Teddy, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Pour toutes ces bonnes raisons. Alors tu as un profil qui est ultra intéressant, on va revenir dessus, qui est peut-être un peu moins orienté retail et merchandising, mais pour autant on va parler franchise et je pense qu'il y a plein de connexions qui vont pouvoir se faire pour ceux qui nous écoutent. Donc Teddy, encore une fois, bonjour, Bonjour, bienvenue et bonjour encore Adrien, merci pour ta participation. merci à toi. C'est mon premier podcast, donc C'est vrai. ouais, c'est une première. J'adore les premières. Bah écoute, tout va être nickel. Souvent, j'aime bien commencer avec une question pour raccrocher un peu avec l'expérience d'achat. C'est quoi, allez, ta dernière expérience en magasin ou ton dernier acte d'achat qui était un peu mémorable? Euh, alors c'est vrai que je suis pas un grand acheteur, mais c'est vrai que celui qui a été le plus mémorable remonte à, je pense, une dizaine d'années. Et c'est le jour où j'ai acheté ma première Harley Davidson Ah ouais, avec
avec toute l'expérience client que Harley maîtrise vraiment de tout au tout, quoi. C'est-à-dire l'arrivée, l'accueil. Enfin voilà, on te considère comme un nouvel arrivant de la famille. Enfin, t'as l'impression d'être le bébé qui arrive dans une famille et que à qui tout le monde veut parler, tout le monde veut voir ta bécane. Enfin, c'était vraiment très très mémorable avec toute la symbolique jusqu'à enfin, de la signature des documents, des papiers où on va t'offrir un stylo, on va t'offrir la bécane en miniature, t'as le petit coffret qui va bien. Enfin, vraiment, ça a été pour moi une expérience incroyable, émotionnelle beaucoup, et encore une fois, l'émotion a commencé à partir du moment où j'ai mis le pied. Alors bien évidemment qu'il y avait tout l'enthousiasme en quittant la maison, mais à partir du moment où j'ai mis le pied dans la boutique, j'ai vécu une expérience qui était juste incroyable, quoi. Vraiment, je pense, alors je sais pas si tu les connais, mais en termes d'expérience client et même de merchandising, je pense que Harley, ils sont vraiment très très forts sur cet aspect-là, quoi. Donc Écoute, j'ai jamais mis les pieds dans un magasin Harley, mais c'était il y a combien de temps? ça remonte à la première Harley, ouais, ça remonte à 10 ans. Je pense, ouais, Ah mais une dizaine d'années, ouais. c'est quand même fou parce que t'as encore les étoiles Ah dans ouais, les non, yeux mais là c'est quand t'en incroyable. parles. C'est incroyable. Mais j'ai pensé, je, 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 j'achète des choses de temps en temps, et même qui coûtent parfois plus cher, hein, mais franchement, d'un point de vue expérience client, et je pense que c'est vraiment hyper important à partir du moment où on est commerçant, quel que soit les produits qu'on va être amené à vendre, d'ailleurs que ce soit du service ou des produits, hein, mais je pense que l'expérience client joue pour beaucoup, vraiment. Ouais, c'est un vrai fil rouge, hein. Chaque podcast, on revient sur cette notion-là et je pense qu'en effet, ouais, c'est devenu incontournable et indispensable. Ouais. Et pour moi, l'expérience client passe avant tout par l'émotion. Et comment est-ce qu'on fait quand on va vendre une moto qui pourrait sembler, voilà, ou un stylo, ou une pizza. On parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient des étoiles dans les yeux comme moi j'ai pu les avoir quand j'ai acheté mon Harley, quoi. Donc ouais, voilà mon petit mon expérience significative d'achat. Voilà. Et c'est pas forcément enfin un gros achat. J'ai acheté des trucs plus chers dans ma vie, mais c'est vraiment le truc qui m'a marqué et en y réfléchissant qui me marque encore. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Je pensais pas que t'allais me Ah parler de ah, ça, donc. Ce que j'aimerais bien là, du coup, c'est qu'on parle un peu plus de toi, tu vois, ton profil, ton parcours, tes débuts comme entrepreneur. Donc là, je vais te renvoyer un peu le ballon. Et voilà, si tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu es devenu un serial entrepreneur. alors moi j'ai grandi jusqu'à l'âge de 3 ans à l'île de la Réunion. Puis j'ai débarqué avec ma maman en banlieue parisienne avec le cliché de la famille monoparentale, le petit appart, revenu très modeste, fréquentation ou environnement parfois discutable. Et puis j'ai eu la chance là-dedans d'avoir un tonton qui était entrepreneur. Et puis parce qu'il n'avait pas forcément envie de me voir faire n'importe quoi, qui avait proposé à ma mère de m'embarquer pendant les vacances pour travailler avec lui. Alors c'était parfois un peu chiant parce que je t'avoue que pendant les vacances, devoir se lever à 6 heures ou 7 heures du mat pour aller bosser, c'était pas forcément le rêve. Mais mais je pense que ça a permis de à la fois de construire chez moi une compréhension de ce que pouvait être le monde du travail et aussi une découverte de cet environnement assez atypique. Il faut savoir qu'à l'époque, mon tonton, quand il m'embarquait, il avait un atelier de confection textile. Et en fait, c'était la belle époque du sentier. Donc, j'ai Ouais. découvert, moi, l'environnement du monde professionnel au travers de l'environnement sentier qui a été vraiment hyper enrichissant. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un deuxième tonton qui, lui, me prenait les week-ends pour rénover une vieille ferme qu'il avait achetée à la campagne. Et donc pareil, c'était vraiment très détestable quand il fallait se lever ou partir le vendredi soir ou se lever le matin pour tamiser du sable. Mais ça a été une expérience hyper enrichissante, quoi. Donc à l'âge où j'aurais vraiment pu m'ennuyer ou faire des bêtises, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait découvrir autre chose. Et c'est, je pense, une chance que j'ai eue ou que j'ai su entretenir toute ma vie. Voilà un petit peu le parcours jusqu'à mes premières boîtes. Alors je sais pas si tu veux que je Bah déroule un écoute, peu vas-y, plus, hein. mais
voilà un peu C'est toi qui as le ballon là. le début de ma vie voilà, professionnelle, avec un parcours scolaire qui a été moyen. J'ai réussi à avoir mon bac en rattrapage. Puis après, je suis parti bosser dans les îles en tant que commercial au porte-à-porte. Où là, je vendais des trousseaux de mariés. Je sais pas si tu sais ce que c'est les trousseaux de mariés. Ça se pue. Mais pas du tout. Ça se C'est pue. quoi? Les trousseaux de mariés, c'est à l'époque, dans les vieilles familles françaises ou des îles. En fait, on donnait à la mariée des batteries de cuisine, des services en porcelaine, des draps de soie, et c'était un peu la dot, le package que la mariée embarquait avec elle quand elle allait s'installer, lorsqu'elle allait s'installer avec son mari. Et j'ai vendu ça au porte-à-porte, donc hyper enrichissant d'un point de vue expérience de vente et commerciale. Assez dur quand même parce que des fois tout le monde n'avait pas besoin de ça. Hein, voilà, il fallait qu'on crée le besoin. Ouais, et puis tu te prenais que des noms ou. Tu prenais beaucoup de noms. Tu prenais beaucoup de Ouais. noms. Et c'était mais bonne école parce que tu étais systématiquement sur du rebond. Et la chance que j'ai eue, c'est que de retour à Paris, la première chose que j'ai voulu faire, c'était l'immobilier. Personne ne voulait de moi, encore une fois. Donc j'ai été dans toutes les agences, dans des beaux quartiers. Personne ne voulait de mon profil de ce qu'on appelle des anciens casseurs de portes. Bonjour madame, pied dans la porte. Personne ne voulait de moi. Et donc j'ai décidé de monter ma propre agence parce que personne voulait de moi en tant que commercial. Et pour ça, il fallait que je passe un BTS en immobilier. Et donc j'ai refait une reprise d'études en immobilier. La chance, encore une fois, a frappé à ma porte et il faut savoir que j'ai jamais vendu une maison de ma vie. Tout simplement parce que j'ai trouvé une boîte qui faisait de l'immobilier d'entreprise à Paris, une grosse machine qui s'appelle Cushman & Wakefield, une très très grosse machine, et qui cherchait, en tout cas j'avais un des directeurs qui cherchait un alternant pour faire de la prospection. Et donc il avait été, lui, pour le coup, totalement séduit par ma capacité à rebondir. Et c'est là où j'ai mis le premier pied, voilà, dans une manière de faire du business totalement différente de ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent, parce que moi j'avais été biberonné à la vérité si je mens, à l'époque du sentier. Quand je faisais du porte-à-porte, c'était aussi un peu cet esprit-là. Et là j'intégrais l'univers des cols blancs, cravate. À l'époque, on n'avait pas la barbe, c'était pas du tout à la mode. Il fallait être rasé vraiment de très très près, cravate remontée. J'avais un DG qui faisait le tour tous les matins pour voir si les gens étaient bien apprêtés. Et ça m'a fait découvrir un autre univers, l'univers des process, des grosses boîtes anglo-américaines avec tout hyper bien codé. Ça m'a fait découvrir aussi des montants de transac et des niveaux de business qui étaient énormes parce qu'à Paris, en dessous de 1000 mètres carrés, très clairement, on regardait pas, on s'en occupait pas du tout. Donc t'étais tout de suite sur des plateaux énormes avec des très grosses machines, avec des deals qui étaient vraiment énormes et ça m'a fait découvrir voilà un autre environnement entrepreneurial professionnel. J'étais au contact de gens qui étaient entrepreneurs ou qui étaient décisionnaires dans des boîtes. Et pareil, à leur contact, j'ai commencé à comprendre et à prendre conscience de plein de nouvelles choses. Et voilà. Et donc, au bout de quelques années, après avoir passé mon BTS, donc j'ai continué à bosser là-bas jusqu'en 2009, où là, la crise m'a amené à retourner à l'île de la Réunion pour Ah ouais? monter mes premières boîtes, notamment. Ok. Voilà un petit peu le parcours. Et donc, c'était ça finalement ta bascule pour te lancer en franchise ou t'as fait encore d'autres étapes avant de te lancer dans. Non, j'ai eu d'autres étapes parce que en fait, en arrivant à la Réunion, très rapidement, je me suis fait recruter par un franchiseur qui s'appelle Total, que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, Total avait besoin de ce qu'on appelle un inspecteur réseau, ce qui est le nouveau nom, enfin l'ancien nom des animateurs réseau. Et maintenant, on entend parler de coach franchise. À l'époque, c'était beaucoup plus dur que ça. C'était beaucoup plus, comment dire, ouais, on était beaucoup plus décisionnaire et directif quand on allait voir nos licenciés indépendants. Et donc le terme inspecteur réseau ouais, m'a amené à faire un petit peu de merchandising. On travaillait sur les boutiques, mais on travaillait aussi sur tout ce qui était PNL, voilà, les performances, etc. Et ça a été ma première expérience des réseaux. De l'autre côté franchiseur, où j'ai recruté, formé, accompagné, contrôlé des indépendants. J'ai monté ma première boîte en étant salarié de chez Total, donc c'était une boîte d'aménagement d'espaces verts, rien à voir avec la franchise. Une opportunité que j'ai eue, que je gérais un peu les soirs et les week-ends. On a fermé au bout d'un an.
parce que c'était un modèle économique qui demandait quand même beaucoup de cash pour pouvoir survivre les premières années. J'ai ensuite monté une agence immobilière en immobilier d'entreprise, voilà, parce que c'est ma fibre et c'est ce que j'aime dans l'immobilier d'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité quand j'ai ouvert l'agence d'être approché par un ancien colocataire qui m'a proposé d'ouvrir ma première franchise. Voilà, voilà un peu l'histoire. C'est très compliqué de résumer en quelques secondes, quelques minutes un Tu as fait parcours tellement qui de a duré trucs. quelques années, voire des décennies maintenant. Mais non, le fin mot, enfin pour simplifier, après avoir monté trois entreprises de manière très traditionnelle et parfois de manière très très chiante, parce que quand tu lances la boîte sur toute la partie réflexion, mise en place, c'est pas la partie en tout cas sur laquelle moi je prends le plus de plaisir. Et donc c'est vrai, quand j'ai découvert le monde de la franchise, à la base j'y allais juste pour rendre service, en pensant que j'allais gérer une salle de sport un peu le soir et le week-end. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les salles de sport c'était un vrai business. Et donc j'ai fermé mes business indépendants que j'avais Hmm. créés seul pour ne faire que des salles de sport dans un premier temps en franchise et puis après les développer de manière importante. Avant de te reposer d'autres questions, tu peux redire aussi un peu les différentes franchises que t'as lancées. Alors en 2011, j'ai lancé une enseigne qui s'appelle Keep Cool sur l'île de la Réunion dans un tout petit bled paumé. Dédicace à ceux qui connaissent quartier français à la Réunion. C'est une ville de 30-40 000 habitants. On a super bien performé, donc on faisait partie des best performers de tout le réseau français, métropole compris. Et je suis devenu, voilà, donc j'ai développé quasiment un établissement par an, d'abord à l'île de la Réunion, puis après on est parti ouvrir à l'île Maurice. Ensuite on a ouvert avec un partenaire associé en Martinique et en m'installant à Bordeaux, parce qu'à un moment la Réunion c'était quand même très excentré. En m'installant à Bordeaux, on a racheté un club à Rennes, on a ouvert un Keep Cool à Bruxelles. Voilà, on a été sur des parcours d'investissement aussi à Toronto, un Keep Cool à Toronto. Et en parallèle, j'ai ouvert aussi une franchise Sequoia Pressing, Soccer Park Le Five. Enfin voilà, on a commencé à ouvrir d'autres enseignes avec ce petit groupe, cette petite structure créée dans un petit bled à La Réunion et qui m'a emmené par chance encore une fois à être développé un peu partout voilà, sur le territoire français et étranger. C'est énorme. T'es monté à combien en termes de volume d'affaires avec les franchises Keep Cool? À l'époque, avec les pressings et le five, on devait être à peu près à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représentait quelques abonnements, quelques adhérents. Ouais, c'est clair. Ça fait combien d'adhérents t'avais? Tu te souviens? Je pense qu'on était, alors effectivement là ça remonte à quelques années, donc je saurais plus te dire exactement, mais tu avais un abonnement à l'époque qui était à 30 euros. Je pense que tu devais être à peu près à 20 000, attends, si je compte bien, ouais, à peu près 20 000 adhérents, je pense. Et quand tu regardes un peu dans le rétro, tu te dis, bon, allez, sur mon parcours, là, quand j'ai lancé les franchises, est-ce que il y a des choses que tu aurais fait différentes? Tu dis, bon, j'étais comme un bourrin, ou peut-être j'aurais dû me faire accompagner. Alors, quand on s'est rencontrés, je crois que je t'ai parlé je t'ai parlé de plusieurs chapitres dans ma vie professionnelle et dans ma vie de franchisé. Le premier chapitre a été Keep Cool, où là effectivement, bah, on a déroulé de manière assez fluide, avec un marché qui était aussi porteur, avec une stratégie qui était claire. C'était d'abord devenir leader sur les outre-mer, puis après ça nous a amené à l'international. Et le deuxième chapitre de ma vie, c'est quand j'ai vendu les parts de ce petit groupe pour me relancer en franchise. Et donc là, les marques que je peux te citer, c'est Pizza Cozy, Body Eat, et d'autres enseignes que j'ai pas forcément envie de citer parce que ça s'est pas forcément toujours bien passé. Mais non, ce que je ferais différemment, si c'est ça ta question, c'est, je pense qu'il faut respecter la temporalité et apprendre à faire les choses, en tout cas, ouais, faire les choses au bon moment. Faire les choses au bon moment, c'est parfois ne pas trop forcer le destin. Alors moi, j'aime forcer le destin et forcer la chance, mais je pense que parfois il faut avoir des garde-fous et s'entourer de gens qui t'alertent sur ah tiens là tu vas aller peut-être un peu trop vite ou ton virage tu le prends pas forcément de la bonne manière. Et donc ouais, si je ferais quelque chose différemment, c'est toujours m'entourer de gens
de qui m'inspirer et de qui prendre des bons conseils. Et aujourd'hui, là, quand tu pars sur un projet, tu es vraiment encore dans cette démarche de je vais bien m'entourer, je me mets ces garde-fous. Tu travailles avec qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je m'entoure d'autres entrepreneurs. Alors c'est vrai que sur la première partie avec Hippool, j'étais associé avec des gens qui n'étaient pas opérationnels à la base et qui faisaient ce job-là de garde-fou. C'est-à-dire qui allaient challenger et ça amène parfois à des discussions houleuses, hein, parce que quand t'as deux entrepreneurs avec des postures un peu différentes et que tu dois en sortir une réponse unique, bah de temps en temps il faut faire des compromis, il faut accepter de revenir sur sur ses avis, etc. Donc non, là je m'entoure clairement d'entrepreneurs qui ont du succès dans d'autres business, qui ont fait potentiellement ce que moi j'ai envie de faire. On pourra parler éventuellement de mes rêves ou de mes projets un peu après, mais ouais, je pense que c'est hyper important de s'entourer de gens qui ont un temps d'avance sur toi. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est pas évident, hein, parce que soit on sait pas s'entourer, soit on sait pas demander, soit on sort pas de sa zone de confort et puis on a tendance à fréquenter toujours les mêmes personnes. Mais je pense que c'est important encore une fois d'aller provoquer un peu la chance en allant ouais, rencontrer des gens ou fréquenter des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et pour essayer d'en tirer un maximum de bons conseils. Et là, maintenant, avec ton recul d'entrepreneur et d'expert de franchise, c'est quoi, si tu devais définir un peu les gros skills de quelqu'un qui doit se lancer, il doit être vraiment à fond sur quoi? Je pense que le premier skill, c'est vraiment être capable de concentrer son énergie sur un projet. On est sur une génération ou une société où on a tendance à scroller et à rapidement passer à autre chose. Et je pense que le premier, selon moi, la première force d'un entrepreneur qui réussit, c'est réussir à mettre toute son énergie sur un projet unique pendant un espace-temps plus ou moins long. À l'image un peu des gens qui vont faire des arts martiaux où ils vont mettre toute leur énergie sur un seul point, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire voilà, je mets toute mon énergie sur un projet, sur une marque, sur une enseigne, sur un magasin. Et une fois que ce magasin est bien sur les rails, est bien processé, que j'ai l'équipe en place, que j'ai mes tableaux de bord qui vont bien, que j'ai une rentabilité, et ben ouais, je peux me dégager du temps pour faire autre chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Alors moi, je lance une boîte, mais qui est, on va dire, plutôt traditionnelle. Tu identifies des grosses différences entre une posture de franchisé et une posture d'entrepreneur dit un peu classique. Euh, alors, tu vas avoir bien évidemment sur cette notion de certains sujets liés à l'approvisionnement, un peu au marketing, des différences de posture. Tu vas avoir beaucoup d'accompagnement sur ces sujets-là, mais dans le quotidien, ça ne change rien. Dans le quotidien, voilà, tu as besoin d'avoir de la maîtrise sur ta boîte, maîtrise du temps, maîtrise des chiffres. Tu as besoin de mettre en place des process. Ton franchiseur te donne pas tous les process. Il va donner des process, par exemple, sur la partie très technique, mais les process liés au RH, au management, ou parfois à du marketing ou à de la communication locale, ça, ce sera de temps en temps un peu mis de côté. Donc, les process doivent être mis en place. Le management, c'est un sujet que le franchiseur ne gérera pas. Et le leadership, ce sont des sujets que le franchiseur n'aura pas pour toi. Donc il faut aussi que tu développes ces sujets-là. La stratégie, la vision. Moi, je considère la franchise comme un outil. Donc un outil qui va servir la vision et les envies du franchisé. Donc tous ces sujets-là, il va falloir que le franchisé passe du temps aussi là-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas de grosse différence, hormis effectivement peut-être les sujets liés à la création de la marque, à la réflexion de la création de la marque qui peuvent prendre un petit peu de temps et qui sont pas forcément des sujets moi qui m'emballent. J'aime optimiser, j'aime peaufiner ce qui a peut-être déjà été un petit peu réfléchi. J'ai eu l'occasion de créer des boîtes from scratch et ouais, c'est pas forcément la partie qui m'éclate le plus, quoi. Voilà, donc pour moi, je ferais pas de différence entre un entrepreneur franchisé et un entrepreneur qui l'est pas. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, alors on a tendance à simplifier en parlant de franchise, mais tu as beaucoup de gens qui font partie de réseaux, des licenciés de marque, des concessions, des gens qui signent des exclusivités, et t'as pas conscience que ce sont des gens qui font partie de réseaux et tu les considères comme des entrepreneurs classiques, quoi. Je pense que
Et ça, moi, et pourtant, je suis quand même très aguerri et très au fait de plein de choses, mais chaque semaine, je rencontre un nouveau franchisé en me disant, mais attends, mais t'es franchisé, mais ça fait 5 ans qu'on se connaît, je pensais que c'était ta marque, que tu l'avais développée, vu tous les échanges qu'on avait pu avoir, je pensais que non, et donc oui, des franchisés, je pense qu'on en a beaucoup plus qu'on ne le croit, et ouais, il y en a beaucoup. Je me souviens quand on s'est vu il y a quelques semaines, on a pris un café pour discuter de plein de choses et notamment du podcast. Et je me souviens, en fait, tu t'es arrêté, tu m'as dit, bah tiens, retourne-toi, Adrien. Et t'as compté, et je crois que t'as identifié sur la rue derrière, il y avait quoi? Il y avait 5 6 marques de franchise. Ouais, tu sens qu'il y a une dynamique sur la franchise aujourd'hui. La France en Europe, c'est le premier pays franchisé. Donc on a une dynamique de franchise qui est vraiment énorme. Après, encore une fois, je pense que la peur de l'échec en France, le fait aussi, l'envie aussi de faire les choses de manière collective, fait que les gens ont envie quand même de se lancer dans un modèle qui soit quand même un minimum sécurisé. Et puis aujourd'hui, tu as des franchises dans tous les secteurs d'activité, donc que ça soit l'écologie, le conseil, la formation, la grande distribution, enfin vraiment tout secteur d'activité aujourd'hui existe en franchise. T'as des franchises vraiment, je suis en train de réfléchir quelles seraient même t'as des réseaux même de professions libérales aussi qui se créent. Donc je pense que la dynamique collective et de communauté ou de groupe qui travaillent ensemble pour porter un projet commun ou une marque commune, c'est un peu ouais dans l'air du temps quoi. Donc oui, ça a vent dans le dos et ça continue à se développer. Et toi, du coup, quand tu étais en lancement de projet, tu étais dans quelle démarche pour réduire tes risques? Tu essayé de border un maximum de choses le plus en amont possible? Ou finalement tu te mettais dans un mood, allez, je vais apprendre en marchant, la peur n'évite pas le danger? Tu parles alors à quel stade de la franchise, c'est-à-dire avant de trouver le franchiseur, une fois que je l'ai signé, c'est à quel niveau tu... Eh ben, j'ai envie de te dire les deux, du coup. Ok. Je pense que avant enfin, pour trouver le franchiseur, je pense que, alors bien évidemment que tu as une dimension d'analyse à minima structurelle, financière, pragmatique, avec aussi tes compétences, parce que tout le monde n'a pas la capacité à lire des bilans qui sont envoyés ou des éléments financiers. Mais je pense qu'il y a une notion de vraiment de voilà d'études de marché minimale, etc. Mais il y a un vrai sujet sur l'humain, et ça c'est vraiment essentiel quand tu te lances en franchise pour la première fois. Il faut qu'il y ait une vraie affinité avec le franchiseur, avec l'entrepreneur, l'autre entrepreneur qui porte la marque, qui a une vision de marché, qui va ou non réussir à t'aider à se projeter sur un environnement que tu connais souvent pas, parce que les franchisés sont souvent des gens qui sont pas du secteur d'activité. Et donc, je pense que c'est l'élément vraiment essentiel, c'est réussir à vraiment avoir une affinité avec le franchiseur. Ça, c'est vraiment pour moi, et par expérience, un élément ouais, plutôt de réussite. Ok, ouais, vraiment ce côté confiance, et tu le sens ou pas, quoi. Hyper important. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin, Teddy, sur peut-être un peu plus sur toi, sur ta méthodo et t'as des outils. Enfin, c'est quoi tes outils du quotidien? Et s'il te plaît, me réponds pas Word, Excel, ça me ferait mal au cœur, mais ouais. Non, mais c'est quoi aujourd'hui les choses sur lesquelles tu peux pas te passer, tes outils incontournables? Euh, alors ça, tu vois, typiquement, c'est aussi pour moi la grosse différence avec un indépendant qui créerait son entreprise, sa marque, c'est que le monde de la franchise m'a fait découvrir euh, tous les outils de CRM, de gestion des stocks, d'analyse financière, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais du mal à ouais, à éliminer dans mon quotidien, surtout en 2024 où tu as avec ton téléphone accès à toutes les applications en temps réel, voilà, sur l'évolution du chiffre, etc. Donc oui, j'utilise encore Excel, mais ces outils, je trouve qu'ils sont vraiment top. T'as de plus en plus d'outils. Alors après, c'est toujours pareil. T'es toujours en train de te poser la question quand t'as un nouvel outil qui arrive, de la pertinence et de la performance. Mais là, tu vois, alors aujourd'hui, on n'a pas parlé des marques que j'exploite, mais j'exploite notamment une marque dans la restauration rapide. On a des acteurs de marché qui arrivent et qui se font des analyses un peu en temps réel, en tout cas qui arrivent à te projeter sur des prévisionnels et qui prennent en considération avec de l'IA
la météo, les performances de Ah ouais. marché, passées, celles de ton environnement de proximité. Et ça, c'est alors, encore une fois, ça débarque, mais ça a l'air franchement génial, quoi. Dans la restauration, alors peut-être aussi dans la grande distribution, mais tu as tellement de facteurs extérieurs qui peuvent influencer ton business. C'est Il fait clair. beau, t'as un quart de touristes que t'avais pas prévu, machin. Et donc c'est vrai que je pense que ces outils-là, euh, boostés avec l'IA, peuvent vraiment te permettre d'avoir une vraie vision, une vraie visibilité précise des choses et des chiffres. Et voilà, l'outil dans lequel, pour lequel je pourrais jamais plus faire l'impasse, c'est ces outils vraiment d'analyse financière. Quand j'échange parfois avec des entrepreneurs un peu indépendants ou un peu old school, ils vont connaître leur marché, ils vont souvent faire bien les choses, mais c'est jamais très précis. Et voilà, de combien de nouvelles boîtes t'as besoin? Oh, une dizaine, une Ouais. vingtaine. Ouais, mais entre 10 et 20, c'est différent, quoi. Enfin, tu vois. T'es au doigt mouillé, ouais, c'est clair. Ouais, mais ça marche et ça peut marcher, tu vois. Mais voilà, ça c'est des choses que j'ai appris et que j'ai découvert depuis que je suis dans chez des franchiseurs. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, ce sont vraiment des outils incontournables. Bah, dans une ancienne vie, tu vois, je gérais des gammes de produits et je pense que c'était un des trucs les plus compliqués. C'est quand on me disait, bon, Adrien, on est au mois d'août, janvier, t'as prévu d'en vendre combien? Putain, je trouvais ça mais tellement dur. Bon, alors forcément, tu t'appuies sur tes ventes, etc., ton historique, mais. Ouais, mais quand c'est les JO, c'est quoi le ratio ou à l'inverse, tu vois, tu vends plus de bière ou pas, ou enfin, c'est quoi le, Ah ouais, mais c'était ça. Tiens, il y a un événement, la météo, ton nombre de points de vente. Bah, c'est un des trucs que je trouvais le plus ouais. compliqué. Donc, c'est pas une si mauvaise nouvelle que l'IA arrive là-dessus, tu vois. Ouais, alors après, encore une fois, je pense que enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les premiers utilisateurs vont être un peu les bêta-testeurs avec parfois un peu de casse, mais je pense que d'ici quelques années, les outils seront tellement bien rodés et tu auras des choses qui seront... Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que dans la data, enfin, en tout cas, dans ces outils-là, tu as à la fois l'IA, mais tu as aussi l'importance de la data, c'est-à-dire des chiffres passés. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel. Réussir à regarder ce qui s'est passé dans les années ou les mois précédents, c'est tellement important, tellement important. Et je trouve, alors moi qui suis dans tous les métiers d'entrepreneur, qui considère être plutôt un entrepreneur manager, je pense que pour piloter les équipes et l'humain, c'est aussi hyper important. Enfin, c'est important d'avoir des chiffres, du concret. Parfois, tu as l'impression que tes équipes peut-être progressent pas, mais si elles ont progressé d'1%, bah, si c'est 1% par mois, c'est bien quand même. Tu me fais une petite passerelle sur la prochaine question. Je voulais te demander, t'es quel genre de manager? Et d'ailleurs, t'as managé combien de personnes? Alors quand on a développé le premier groupe avec les 5 crew, on avait à peu près une 80 collaborateurs. Alors la particularité, c'est que c'était du multisite. Et donc le management à distance multisite, je pense, quelque chose qui est quand même particulier, spécifique. Euh, mais ouais, j'ai été jusqu'à 80 collaborateurs. Ok. Ouais, et puis en plus, c'est un peu multiculturel parce que t'étais à Bruxelles, Bordeaux. C'est ça, Euh, ouais. c'est ça, multiculturel, multisite. Je pense qu'il y a plein de choses, Multifuses c'est-à-dire horaires. multi-horaire. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses, c'est-à-dire que sur les phases de lancement et de création, ce qui est important selon moi, c'est d'avoir des collaborateurs. Tu vois, au démarrage, quand j'ai monté mes premiers shops, j'avais des gens qui étaient pas forcément, en termes de savoir-faire, qui avaient pas forcément des compétences qui étaient très très élevées. Par contre, j'avais des savoir-être incroyables. J'ai eu des gens qui m'ont entouré au démarrage, qui étaient vraiment des gens impliqués dans le projet, qu'on avait envie de porter ensemble, avec des énergies positives. Enfin voilà, vraiment le savoir-être était très très fort. Et je pense qu'à un moment, alors j'ai jamais réfléchi, je me souviens plus exactement de quand est-ce qu'a été la bascule. Je pense qu'à un moment, tu vas peut-être un peu plus chercher du savoir-faire avec du savoir-être. Alors bien sûr, tu vas éviter les gens trop chiants, mais disons que tu focuses un peu plus. Enfin voilà, moi je me suis retrouvé à bosser après quelques années avec des cabinets de recrutement qui allaient chercher, qui allaient parfois même débaucher des gens dans des très grosses structures et des gens qui étaient hyper bien capés et qui allaient venir dans ma petite structure. Et donc voilà, je sais plus pourquoi on disait ça. On parlait des C'était profils ton de... style de management, mais Ouais, ouais, ouais. Donc le management, ouais, je suis plutôt moi un manager de proximité.
Je faisais la remarque il y a quelques jours à ma femme qui aujourd'hui chapeaute la pizzeria qu'on a ensemble, parce qu'elle est un peu comme ça. Je pense que j'ai eu pendant très longtemps un manageriat, ou je sais pas si ça se dit, mais très paternaliste. Donc j'étais vraiment un papa, à vouloir toujours me soucier de tout dans les moindres détails. Je pense qu'à un moment, il faut, quand tu as beaucoup de gens, réussir à se détacher de ça, parce que sans ça, c'est un peu compliqué quand tu as 80 enfants. Hein. Déjà, moi j'en ai 3, c'est chaud, mais 80, Ouais, puis je pense que quand tu es profondément humain, forcément, ça vient toucher à tes valeurs et c'est dur quoi, d'essayer de te détacher de tes 80 enfants. Quoi. Non, je pense que il faut vraiment réussir quand on veut être dans des logiques de croissance. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément hyper important, c'est réussir à faire monter, progresser les gens qui t'entourent. C'est-à-dire que moi, je me suis vu aller prendre des formations pour moi. Alors moi, je suis très fan de tout ce qui va être développement personnel. Euh, je me suis vu moi aller en formation et sur des modules 2 me dire non mais en fait je vais pas aller au module 2, je préfère payer le module 1 à mon bras droit parce que je sais qu'il va en avoir besoin. Et le module 2 on passera peut-être ensemble l'année d'après. Et je pense que ça c'est vraiment pour moi un élément clé de réussite, c'est réussir à systématiquement chaque année faire progresser ses collaborateurs. Moi j'avais même dès le départ un plan de formation sur ma toute petite boîte qui était, alors aujourd'hui les formations il y a un petit peu moins d'argent, mais à l'époque voilà, moi j'envoyais mes collaborateurs en formation systématiquement quasiment tous les ans. Ils étaient en formation. Et donc voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des gens qui sont montés en compétences, qui avaient un savoir-faire au top et qui sont montés en puissance sur du savoir-faire et qui ont pu aussi m'accompagner dans le développement de toutes les structures. Tu t'imposais des rituels, enfin, tu t'imposais un certain rythme avec des temps forts pour rester productif. Alors, si on part toujours de l'équipe et du management, les réunions, je crois à la... Je vais pas utiliser le terme de réunion, je vais utiliser le terme de rendez-vous. Je, je crois en l'importance du rendez-vous équipe. Je fais la distinction entre les deux parce que vraiment, et j'ai participé à une réunion comme ça il y a quelques semaines, mais les réunions qui durent 2 heures sans objectif, c'est vraiment hyper fatigant. Alors que les rendez-vous, je trouve ça beaucoup plus fluide. Moi, j'aime les petits rendez-vous. Alors oui, on peut prévoir des sessions de travail, brainstorming sur un sujet spécifique plus long, mais pour moi, voilà, faire un point, déjà un quart d'heure par semaine où on parle pas de business, mais uniquement du bien-être du collaborateur. Pour moi, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est un temps, un quart d'heure, tu viens me voir dans mon bureau, on ne parle que de toi. Alors si tu veux me parler un peu de boulot, on peut. Mais voilà, comment ça va? C'est quoi le sujet? Tu peux pas le faire avec les 80, tu vas le faire avec tes collaborateurs directs. Mais ce 15 minutes dédié, tu sais que bah ton collaborateur que tu n'auras peut-être pas croisé parce que tu étais en déplacement, bah lui ça va lui faire du bien parce qu'il va dire ah, putain t'es dit là on a pris la vague la semaine dernière, t'étais pas là mais sache que c'était chaud quoi. Bah, ce truc-là, au lieu de l'apprendre 3 mois plus tard, tu le sais en temps réel. Donc ce temps-là, il est vraiment important. Ou, ah tiens, cette semaine, sans entrer dans le détail, mais j'ai un temps perso qui est un peu compliqué, donc je risque d'arriver un peu fatigué, t'étonne pas. Bah, ok, je le sais. Et on va s'adapter. Et donc pour moi, ce 15 minutes de tête à tête avec le collaborateur direct, il est vraiment essentiel. Tu peux pas le faire avec tout le monde, mais si tu as 4-5 collaborateurs directs, il faut ce temps-là. C'est parfois compliqué hein, parce que dans la culture voilà c'était surtout quand tu recrutais des gens qui venaient d'autres boîtes ils te regardent un peu avec des gros yeux en mode mais on parle de quoi là, on fait notre réunion. Non, c'est pas une réunion commerciale, c'est un point face to face où on va parler de ce que tu veux. On peut parler de boulot mais on parle de ce que tu veux. Ça c'était un rituel que j'avais et qui marchait très très bien. Et puis après oui, des réunions avec des vrais objectifs très courts, des réunions tu vois, une demi-heure maximum, 3/4 d'heure si vraiment on déborde un peu, mais avec un objectif spécifique vraiment, et pas à 15, parce que 10 dans une salle de réunion, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est toujours les mêmes personnes qui parlent. Ouais, autant leur envoyer un compte rendu par mail une fois que c'est passé, quoi. Donc voilà un peu les rituels que j'ai sur le management et ma relation à l'équipe. Ça me fait sourire, il y a toujours ce côté un peu réunionnite. Et juste avant ce que tu disais, alors je sais pas, j'espère qu'elle écoute le podcast, mais voilà, j'avais quelqu'un dans mon équipe où on avait instauré, on avait besoin un peu de proximité, on avait du mal à suivre des heures complètes avec nos agendas.
Et on avait instauré le point pipi caca. Donc en fait, c'était un quart d'heure en début ou un quart d'heure en fin de semaine. C'était plutôt début de semaine. Et voilà. Et pendant un quart d'heure, on faisait un point exactement comme tu le disais sur bah voilà, c'est quoi les sujets chauds ou alors j'ai mal à la tête parce qu'il y a ça, etc. Donc on désamorçait plein de choses. On faisait aussi un petit point, bah forcément sur l'humain, mais on avait appelé ça le point pipi caca et c'était plutôt efficace. Non, mais en fait, tu sais, moi, alors, je croise parfois des salariés et combien j'entends dire, non, mais attends, en fait, j'ai un manager, mais il a pas le temps pour moi, ou j'ai un gérant, je le vois pas, machin. En plus, moi, j'étais en déplacement très souvent. Et donc ça, vraiment, pour moi, ouais, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment pas à l'aise. Tu sais, on parle de souvenirs, mais j'ai aussi un souvenir, moi, un souvenir marquant, moi, en termes, alors, j'en ai plein des souvenirs de manager, mais moi, la symbolique que j'ai eue à l'époque était d'avoir des cadeaux à chacun de mes anniversaires de la part de mes collaborateurs. Ça, j'ai trouvé ça, mais j'ai toujours trouvé ça what the fuck, quoi. C'est-à-dire que Ouais. réussir à être assez à l'écoute et en proximité. Pourtant, je suis paternaliste, mais je suis pas non plus un pote, hein. Je suis plutôt assez direct et franc, mais avoir des gens qui t'apprécient assez pour t'offrir un cadeau à chacun de tes anniversaires, tu dis oui, ah ouais, c'est quand même hyper appréciable. Donc pour moi, le manager doit être un manager de proximité, surtout sur ces périodes un peu conjoncturelles, un peu compliquées, où de temps en temps c'est un peu sport. Ben voilà, je pense que c'est important d'alimenter et ouais, de faire en sorte que l'esprit d'équipe ouais, soit bien en place. Bon, j'ai l'impression que tu es du genre à faire beaucoup de choses, beaucoup de projets. Comment tu arrives à jongler entre ton équilibre pro et ta vie perso? Alors, j'ai tendance à faire beaucoup de projets. Euh, sur le premier chapitre avec Keepcool, les choses se sont passées progressivement. Et donc j'ai eu une croissance qui était régulière, soutenue mais régulière. Et sur la deuxième partie, j'ai voulu ouvrir les choses trop rapidement, très rapidement. Il y a un élément qui est pour moi indiscutable et non négociable, quels que soient les moments où les choses vont doucement ou les moments où les choses vont vite, c'est le sport et la famille. Pour ça, c'est simple, hein. La notion d'agenda par défaut, un agenda en fait dans lequel bah, avant d'y mettre quoi que ce soit, les premiers trucs que tu mets, c'est les trucs perso. Donc ça va être le temps pour amener les enfants au sport. Moi, c'est le mercredi après-midi, j'en ai trois. Ou ça va être le matin, parce que je les dépose à l'école. Donc clairement, si tu veux un rendez-vous à 8h, à 7h ou 7h30, bah, en fait, c'est pas possible. Si tu as besoin de me voir ou sinon on essaie de caler ça dans 2, 3 semaines. Mais si tu as besoin de me voir rapidement, ouais, 7h30, c'est pas possible parce que je m'occupe des enfants le matin et je les emmène à l'école. Et la deuxième chose, c'est le sport. Moi, je fais des sports de combat depuis quasiment une trentaine d'années. Et ça, pour moi, c'est vraiment mon exutoire, quoi. C'est-à-dire que ouais, pour être zen et pouvoir gérer aussi les vagues et les sujets un peu tendus, pour moi, c'est essentiel. Et puis le sport, je trouve que, alors, surtout dans ma discipline des sports de combat et des arts martiaux, ça t'amène tellement de choses. Alors oui, effectivement, tu as la dépense physique, mais tu vas avoir la posture, tu vas tout de suite te sentir beaucoup plus en confiance. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels le sport notamment les arts martiaux, m'aident beaucoup. Donc, comment est-ce que j'arrive à jongler? C'est surtout avoir des temps non discutables, et notamment le sport et la famille. Ouais, je te rejoins. Enfin, la notion de mindset et de valeur dans le sport, pour moi, elle est juste obligatoire. C'est même pas incontournable, c'est obligatoire. Ouais, mais tu vois, et ça, moi, c'est aussi un sujet sur lequel, c'est un sujet vraiment pour lequel je me bats, c'est que je pense que, et moi, je fais référence à mes tontons dont je te parlais au tout début de notre échange et aussi des associés un peu mentors que j'ai pu avoir sont des gens qui ont connu l'entrepreneuriat et qui ont eu beaucoup de succès dans l'entrepreneuriat, mais c'est au détriment de leur santé, c'était au détriment de leur famille. Et je pense que culturellement, alors on est un peu en train d'en sortir avec toute la génération des web entrepreneurs qui vivent entre Dubaï et Singapour et qui bossent uniquement avec leur PC. Mais pendant très longtemps, l'entrepreneuriat, c'était vraiment l'image de l'entrepreneur, le mec, le mâle, grisonnant, 60 ou 70 ans, pas en très bonne forme physique et un peu aigri de temps en temps, quoi. Ah, putain, ça me fait, ouais, j'ai pas envie de ça, quoi. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai connus avec des problèmes de santé, des divorces,
ah ouais, non, mais c'est pas moi, ça me fait pas rêver, quoi. Cette partie-là du truc me fait pas rêver. Donc, je pense que c'est essentiel de se battre pour une manière d'entreprendre qui est différente. Et la nouvelle génération, je pense, favorise ce truc-là, hein, vraiment. Alors après, on est sur des modes d'entrepreneuriat qui sont différents. Moi, j'ai connu l'entrepreneuriat avec des points de vente physiques, des investissements, de l'industrie, des salariés. Aujourd'hui, on a moins de boutiques, on a plus de digital, on a moins de salariés, on a plus des freelances indépendants qu'on va solliciter de temps en temps sur des missions. Donc, je pense que le monde de l'entrepreneuriat bouge et ça a quand même de bons côtés. Et donc là, c'est quoi tes projets dans les mois à venir? C'est quoi, enfin, tes focus sur quel projet et quelles sont aussi tes ambitions que tu es en train de t'écrire là sur les prochains mois? Quand moi j'ai vendu les parts de mon groupe, enfin du groupe avec l'équipe Cool, mon objectif c'était accompagner un maximum d'entrepreneurs à s'éclater grâce à la franchise. Il se trouve que je me suis laissé happer par mes premiers amours qui étaient l'opérationnel et rapidement je me suis retrouvé à devoir gérer 4 structures en l'espace de 2 ans, trois enseignes franchises différentes, sans avoir l'équipe que j'avais construite dans le temps. Voilà. Donc là, l'année dernière, j'ai fait le choix d'alléger tout ça et de revenir à ce projet initial qui est d'accompagner un maximum de franchisés à s'éclater avec leur business et à s'éclater avec l'entrepreneuriat. Donc pour ça, c'est simple. Moi, je développe une communauté de franchisés depuis un certain nombre d'années. Donc là, l'idée, ça va être de continuer à la structurer de manière un peu plus professionnelle, continuer à prendre ma place d'influenceur sur cette thématique de la franchise, de coacher des franchisés parce que j'ai une vraie sensibilité autour de cette thématique du business coaching et notamment pour les franchisés. Et j'ai plein de sujets un peu en tête, plein de parallèles. Je suis en train de réfléchir à éventuellement lancer. Alors ce serait sûrement pas moi le gérant, mais en tout cas lancer une dynamique de fonds d'investissement autour de la franchise, de réfléchir à des thématiques autour de voilà du dev perso de l'entrepreneur franchisé. Enfin voilà, mon big why, c'est vraiment ça. Accompagner un maximum d'entrepreneurs à kiffer avec le business et notamment en prenant cet angle-là de la franchise. Ok, bon, encore plein de projets quoi. Ouais, ouais. Alors après, il y a un fil conducteur, mais oui, plein d'options Ouais. possibles. C'est passé hyper vite, on arrive à la fin de l'épisode. Alors il y a bien un truc que j'ai appris sur ces premiers podcasts que j'ai enregistrés, c'est que je dois arrêter de faire les conclusions. Et si tu le veux bien, bah, je vais te laisser conclure. Est-ce que je peux te demander de poser le mot de la fin, Teddy? Euh, alors moi, le mot de la fin, j'ai pas prévu cette question, mais je pense que ça rejoint les derniers échanges qu'on vient d'avoir. C'est l'entrepreneuriat doit servir à une vision, une envie et un rêve très personnel, très égoïste. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et dans le business, c'est souvent fait pour un truc qui est juste énorme, pour une envie qui est juste énorme. Avec le temps, quand on commence à se lancer, quand on commence à gérer le quotidien, on a tendance à laisser ce rêve, cette vision de côté. Et je pense que c'est l'erreur. C'est une erreur. Et donc, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où tu es entrepreneur ou que tu veux le devenir, que ça soit en franchise ou pas en franchise, il faut absolument que tu dédies un temps dans ta semaine à cette vision. Il faut absolument que tu t'assures que tout ce que tu mets en place serve cette vision personnelle et cette envie personnelle. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer et que beaucoup mettent de côté et se réveillent 10, 20 ans plus tard en disant putain, mais ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, mais je prends plus de plaisir, mais c'est pas normal. Je fais de l'argent, mais je prends plus de plaisir, c'est pas normal. Le plaisir doit être un temps, doit être un objectif. Voilà un petit peu le mot de la fin. L'objectif quand on le plaisir quand on est entrepreneur doit être un objectif. Bah écoute, je suis ravi de cette conclusion, Teddy. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. C'est passé hyper vite, mais tellement enrichissant. Merci à toi, Adrien, et hâte de suivre tes aventures et les prochains épisodes. Ça marche. Merci, Teddy. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur deux.
Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.